L'idée, c'est qu'on a un petit peu vu que les besoins immobiliers changeaient dans la première table ronde. L'idée, c'est de voir comment on essaye d'y répondre avec des solutions numériques. Je vais peut-être d'abord commencer sur les enjeux, sur les besoins numériques de ce nouveau cycle immobilier que tout le monde attend, qui s'enclenche. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'on en est encore au niveau de l'horloge. Je voulais juste savoir ce que vous aviez initié et mis en place chacun à votre échelle et avec quel retour sur investissement. On va peut-être commencer par les besoins et les enjeux des utilisateurs avec vous, Yanis, sur Orange, puisque vous avez mis en production un langage commun interne pour disposer un peu de toute la data. Parlez-nous un petit peu de ce chantier. Je crois que ça fait 3 ans que vous êtes là-dessus. Vous n'avez pas 3 ans pour nous l'expliquer, mais si vous pouvez nous le faire en 5 minutes. Oui, exactement. Exactement. Donc effectivement, pour la question des enjeux que le groupe s'est posé à un moment donné, ça a été également impulsé par le plan stratégique du groupe qui nous a engagé déjà depuis un certain nombre d'années à lancer des actions sur l'immobilier parce que c'était identifié comme une charge et il fallait effectivement y réfléchir très sérieusement. Et effectivement, à travers tout ça, on le sait que l'immobilier ces dernières années ont fortement évolué de par déjà leur utilisation. Vous l'avez évoqué déjà ce matin sur différents intervenants, avec l'hybridation, le collectif qui effectivement évolue et qui modifie également les surfaces de l'utilisation dans les bâtiments. Il y a également, pour notre spécificité côté Orange, la technologie et notre architecture qui évolue. Pour le faire très rapidement, le décommissionnement du cuivre pour 2030, le déploiement de la fibre et de la 5G sur l'ensemble du territoire fait qu'effectivement, tous ces mètres carrés techniques évoluent, mais évoluent à la baisse parce qu'effectivement, effectivement, on avait un bâtiment pour une plaque de clients qu'aujourd'hui, on peut presque considérer que c'est une armoire qui va représenter cette même volumétrie de clients. Donc forcément, derrière, il y a un impact au niveau de ces mètres carrés que la direction de l'immobilier doit maintenir en mode ENTA, doit assurer effectivement la sécurité, doit maintenir le clos et couvert de l'ensemble de ces territoires. C'est un coût indéniable. Sur les 5 millions de mètres carrés que le groupe peut avoir, moi je me suis concentré sur les 2 millions de mètres carrés de tertiaire, où effectivement, à travers justement des échanges en interne, d'identifier tout un tas de cas d'usage qu'on voulait suivre, les métriques qu'on voulait suivre pour essayer d'identifier des gains possibles, des optimisations possibles. Cet idéaton qui a été fait nous a fait ressortir un certain nombre de cas d'usage qui par la suite, effectivement, depuis 3 ans, on a lancé tout un tas de mise en œuvre de tests qui s'est traduit maintenant par une solution qui est en production, qui vient collecter l'ensemble des données qui sont produites dans les bâtiments tertiaires pour déjà, mesurer la fréquentation, l'occupation dans les espaces et avec l'ensemble de ces sources qui sont aujourd'hui disponibles dans ces bâtiments, effectivement, ça nous permet également de venir nous nourrir, nous enrichir avec d'autres informations. Ce qui veut dire que vous n'aviez aucune donnée avant de se lancer sur ce chantier. On avait une base de données, effectivement. On avait un ERP qui permettait effectivement d'avoir notre base patrimoniale, donc l'ensemble de notre SI, effectivement, identifier notre bâtiment. On est parti de là-dessus, c'est notre socle. La seule chose, c'est qu'effectivement, on est venu chercher les autres informations, les autres sources. On peut parler du contrôle d'accès, on peut parler des données de connexion au réseau interne, on peut parler de plein d'autres choses qui produisent de la donnée. On les a tout simplement captées pour les rassembler dans un environnement d'une infrastructure time series pour venir justement les croiser, les analyser et justement les visualiser pour nous aider à prendre des décisions. Même question un peu côté immobilier de l'État. Qu'est-ce que vous mettez en place pour gérer le parc immobilier détenu par l'État français? C'est, je crois, 95 millions de mètres carrés, ouais. C'est ça? Tout à fait.
Alors nous, c'est quand même particulier par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce que nous, on a des contraintes de service public, on a des contraintes de souveraineté, etc. Donc c'est assez spécifique. La rupture, ça fait 10 ans quand l'État essaie de mettre en place une politique de l'immobilier. Ça n'existait pas avant, hein. Il n'y en avait pas. Chaque ministère faisait ce qu'il voulait, était quasi propriétaire. Donc 13 ministères, 500 opérateurs. Les hôpitaux, c'est à part, et les collectivités, pareil, c'est à part. Il n'y avait pas de pilotage. À Bercy, il n'y avait rien, et donc ils ont mis en place 10 ans d'influence, de lobbying, pour faire comprendre aux ministères qui doivent investir, etc., puisque les ministères n'investissaient pas. Donc pendant 10 ans, on a réussi à développer des applications, petit à petit, sur le besoin, et puis qu'offraient du service aux ministères. Donc en échange, ils nous donnaient des datas. Donc on progressait chacun. Ils avaient plus de process dans nos outils, et nous, on avait de la data, parce que le cœur, c'est bien sûr la data. Donc pendant 10 ans, on a fait des applications, des sites web, des applications sur les prises à bail, les conventions internes à l'administration. Donc on a fait des développements spécifiques. La rupture, c'était les 4 dernières années, effectivement. Alors toutes les transitions écologiques, là, pour nous, ça c'est un enjeu monstrueux, parce que le parc État, c'est du patrimoine propriété et les prises à bail. Et vous imaginez, on a des bâtiments, on ne sait même pas à quelle époque ils ont été construits, etc. Donc la transition écologique, le Covid, le télétravail, effectivement, ça c'est des facteurs de rupture. Une dynamique politique, parce que vous le savez, on en parle tous les jours, il n'y a plus de sous dans les caisses de l'État, il n'y en aura plus pendant des années, ça c'est clair. Donc tout ça fait qu'il y a une sacrée accélération là en 4 ans. Donc nous, on est une équipe qui s'est constituée, qui n'est pas énorme, on est 16. Il y en a quelques-uns, je crois qu'il y a Lynn qui gère le pôle data ici aussi, qui est là. Donc on a une équipe, on avait des applications, et là il faut qu'on passage à l'échelle. Il faut qu'on aille vraiment investir. Il faut donc qu'on remonte tous les process de bout en bout de l'immobilier. D'abord sur l'asset et le property, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que nous, on n'est pas nombreux, donc la DIE, c'est le pilotage stratégique du parc. Parce que les ministères, quand même, gèrent. C'est des dizaines de milliards d'investissements. Ça, on ne le fait pas, la gestion au quotidien, le FMTSR, on ne le fait pas. Mais on pilote donc les crédits. Quand ils font des grosses opérations, on abonde et on les oriente. Et on fait plein de plans de relance. On a quand même dépensé 3,5 milliards de plans de relance sur la rénovation des bâtiments de l'État et 1 milliard sur les cités administratives. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail de collecte de la donnée, il a été fait, il a été fiabilisé? Et est-ce que ça a été compliqué? En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de rétention d'informations en fonction de tel ou tel ministère. Ça peut être de la rétention, ça peut être aussi le ministère de la Défense, bon, on comprend qu'ils n'ont pas envie qu'on expose tout. Alors, en open data, on ne met pas grand-chose. Ce qu'on a réussi à faire, c'est que quand on leur met à disposition des applications, on en a mis en tout 25, dans différents types, des sites, etc., ensuite, ils adhèrent, parce que ça les aide. On a créé un data center, on a un data warehouse, donc on met à disposition dans des outils, clics, qui sont aujourd'hui des outils tableau, l'intégralité des données, et qu'au début, on était transparent, c'est-à-dire que tout le monde dans l'administration pouvait voir tous les bâtiments. Donc il y avait une émulation quand même, parce que derrière, ils savaient que s'ils avaient des ratios catastrophiques, c'était visible. Donc il y a quand même une amélioration. Mais disons, on a une application, on peut renseigner 800 attributs sur un bâtiment. Donc il y a une masse d'informations énorme, qui touche sur l'état de santé, l'ensemble des contrats qu'on peut avoir, toute la partie domaniale, etc., dans des différentes applications. C'est d'une complexité incroyable. C'est d'une complexité, oui, c'est surtout qu'il faut maintenir, effectivement, parce que les ressources disparaissent dans l'administration, en particulier avec la disparition du ministère de l'Équipement, il n'y a plus d'expertise technique de métier. Donc il n'y a plus beaucoup de sachants véritablement qui connaissent, donc, ce qui fait que c'est essentiellement du pilotage de marché public, donc il n'y a pas tellement d'experts techniques, même si aujourd'hui il y a une politique, il y a une politique RH uniquement pour l'immobilier qui est en train de se construire, parce que l'État a quand même, comme on dit, on a parlé donc de 195 000 bâtiments. Combien 195 000 bâtiments. Ah oui. Mais ça veut dire que vous avez tout. Vous avez les opérateurs de l'État, vous avez les grands ministères. Une base militaire, ça peut être 100 bâtiments, donc du bâtiment non chauffé, des hangars, mais tout référencé dans une base avec un identifiant unique, 180 000 bâtiments. Donc notre complexité, c'est la diversité. C'est qu'on ne peut pas parler de bâtiments, etc. Et on fait aussi les évaluations du domaine, c'est-à-dire qu'on fait aussi les évaluations, qu'on a une application qui gère les évaluations. Donc un peu comme on a vu précédemment, où il y a des évaluateurs qui dépendent de nos services, on leur a fait des applications et ils vont évaluer les biens. C'est une obligation du Code de l'urbanisme pour les collectivités locales et puis aussi pour l'État. Quand on prend une prise à bail, on doit vérifier que ça, par rapport au prix du marché, c'est correct. Bon, ça ferait une belle foncière. Enjeux et besoins côté investisseurs, c'est un peu plus simple à la française, là, avec 4,5 millions de mètres carrés. Là, c'est tranquille. Juste, Jean-Marie, quels sont un petit peu les enjeux de la data chez
chez un investisseur, chez un gestionnaire d'actifs, d'ailleurs, pour être Exactement. Alors, je précise, je suis patron de la partie exploitation d'immobilier, enfin immobilier d'exploitation, mais aussi de la transformation du métier de LF-REM, qui est vraiment notre enjeu actuellement. C'est comment on réagit, et notamment aux éléments de contexte. Il y en a deux sur lesquels on est extrêmement mobilisé. Le premier, c'est, vous l'avez évoqué, la façon dont on travaille différemment, le télétravail, ce qu'on attend comme qualité d'environnement. Tout ça, vous le savez. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est la frugalité des capitaux qui s'impose à tous depuis les derniers trimestres. Et donc, comment on compose, comment on arrive à avoir des trajectoires décrets tertiaires dans ce contexte-là. On a donc pas mal d'enjeux, et notamment sur notre moteur interne. Comment un investisseur se réorganise pour conserver de la compétitivité sur le sujet. Et c'est là où nous, on a vraiment besoin d'exploiter, et toujours mieux exploiter la data. J'en parlerai après peut-être sur le sujet de l'IA, qui va être central pour changer nos métiers. Et alors, on a une particularité à la française, c'est que, alors on n'est pas chez Yardi, désolé, mais on a notre ERP interne. En fait, on l'a construit, et du coup, ça nous a, de longues années, ça nous a, je pense, sensibilisés à l'importance de la data. Et c'est d'ailleurs le travail que fait Éric Bouvier, que tout le monde connaît ici, sur le sujet, pour que cette data soit exploitable durablement et de plus en plus enrichie. Puis le dernier aspect qui va être primordial pour nous, là on parle de notre data, mais finalement nous c'est jamais que 4 millions de mètres carrés effectivement, alors avec plein d'informations qu'on consolide de tous nos prestataires et les nôtres. Mais l'enjeu central, ça va être comment on enrichit cette data. Et à ce titre, moi j'ai été très attentif au rapprochement que Stonal a pu faire avec la place de l'immobilier, ou ce genre de choses qui va poser une question: où est la data critique ? Comment on y accède et selon quelle modalité ? Mais quand on s'appelle la française, on a besoin de quelle data ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une granularité de données qui est énorme, si même au niveau bâtimentaire, elle peut être colossale. Est-ce qu'il faut quelques data clés ? C'est lesquelles chez la française ? Les 2-3 indicateurs qu'il faut absolument avoir toujours à l'instant T. Alors, si on est très très synthétique, voire cynique, la data importante, c'est celle de la valeur. Mais on en a eu la démonstration juste avant. Cette valeur, pour qu'elle soit pertinente, elle est une multitude de composantes, et certaines... Enfin, le diable se cache dans le détail, comme disait Eric tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on n'ait pas pris en compte une évolution réglementaire ou technique pour que ça soit des millions qui soient impactés sur cette valeur. Donc, pardon, je ne te réponds pas tout à fait, mais c'est beaucoup de data et de plus en plus. Merci beaucoup. Schéma, les enjeux et les besoins côté conseil expert. On a beaucoup parlé, notamment dans la première table ronde, de la composante ESG. Est-ce qu'aujourd'hui, elle commence, alors je ne veux pas relancer le débat sur la valeur verte ou sur le brand discount, mais est-ce qu'elle commence à rentrer dans les évaluations immobilières ? Tout à fait, en fait. Moi, quand j'ai commencé à travailler dessus, moi, je suis Head of Sustainability, mais je suis expert immobilier, donc à la base, et je me suis intéressée au sujet d'un point de vue financier, purement financier. Donc, si je peux dire, depuis 6 ans, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, ça se préparait petit à petit. Avec le décret tertiaire, ça s'est confirmé. Et aujourd'hui, avec aussi la pression de l'AMF, la taxonomie européenne, et les autres aussi cadres réglementaires qui se posent, il y a une réelle, on va dire, inquiétude et besoin. Parce qu'il y a des capex à dépenser, et en contrepartie, avec les taux aussi qui augmentent, on est doublement pénalisé. On doit se conformer à une réglementation stricte, environnementale, en plus un climat économique et financier qui n'est pas favorable. Quand on est investisseur ou gestionnaire d'actifs, on est donc entre 2 situations un peu difficiles. Et là, on est en tant qu'expert obligé d'accompagner nos clients dans cette réflexion. C'est-à-dire qu'au préalable, on avait justement une liste, comme vous l'avez dit, une charte d'expertise qui nous dit la liste de documents à récupérer de la part d'un client. Aujourd'hui, on rajoute ces données environnementales qu'il va falloir comprendre et interpréter par l'expert immobilier. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément appliquer une décote négative parce qu'on a un CAPEX en face de conformité au décret tertiaire, mais
parce que justement, il y a conformité grâce à ce CAPEX-là, on va réfléchir à quelle valeur locative on va mettre après. Est-ce que ça permet de réduire le risque et donc d'optimiser le taux? Quelle est l'attractivité que ça peut générer, etc. Et donc, ce sont des questions aujourd'hui que nous nous posons en tant qu'experts immobiliers. Nous accompagnons nos clients dans cette réflexion et on a même des clients qui souhaitent que ceci soit intégré dans les valeurs régulières d'expertise communiquées au marché, pas que dans des missions de conseil. Parce qu'on peut accompagner sur des missions de conseil en donnant des valeurs prospectives. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait justement fait à plusieurs reprises depuis plusieurs années. Mais là, aujourd'hui, la réelle demande, j'ai un CAPEX à injecter. En tant qu'expert immobilier, je souhaite voir l'impact de ce CAPEX dans la valeur que je communiquerai au marché. Et ça, c'est un réel enjeu. C'est du prédictif, là. On fait du prédictif. Pardon ? On fait du prédictif. Pas du prédictif ou pas. En fait, on peut pas. L'expert, il doit refléter une réalité de marché. Vous voyez. Donc, Ouais. il ne va pas forcément faire. Donne une valeur à l'instant T. Exactement. On ne peut pas Mais comment s'engager est-ce sur une qu'on valeur va future. réaliser cette réflexion? Imaginons, nous avons un immeuble aujourd'hui qui n'est pas conforme au décret tertiaire, qu'on mettra sur le marché. La valeur d'expertise, ça veut dire le jour où il sera mis sur le marché, il se vendra à tel prix. Avant le décret tertiaire, l'ESG, c'est un nice to have, mais aujourd'hui, c'est une obligation. Si je mets cet immeuble qui n'est pas conforme au décret tertiaire, je sais qu'il subirait une décote au moment de la vente. Et donc, ça, c'est une réflexion qu'on n'avait pas avant. Et ce qui nous aide là-dessus, c'est qu'on connaît les dates, en fait. À horizon 2030, il faut qu'il atteigne un tel niveau de performance. On a une particularité en France, c'est qu'on a un cadre réglementaire précis, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens. Vous posez cette question à un expert, sans citer les pays, en fait, il vous dira oui, c'est un peu difficile. Des fois, j'ai entendu dire ouais, c'est un peu de l'art pour réduire ou augmenter un taux de sortie par rapport à l'ESG. Et quand on a un cadre réglementaire précis, quand on arrive à chiffrer vraiment des CAPEX, et quand on sait qu'on le mettra sur le marché, le futur propriétaire, il va négocier le prix, on est plus à l'aise à le dire aux clients et potentiellement refléter dans une valeur d'expertise. Et c'est un sujet aussi qui est important, pas forcément qu'au niveau des évaluations récurrentes, au moment du due diligence et de la cession d'actifs. Aujourd'hui, à chaque pitch qu'on fait, Cushman essentiellement, nous sommes brokers, et à chaque pitch qu'on fait pour la cession d'un actif, j'accompagne mes collègues brokers pour cette préparation de due diligence parce que ça devient un impératif pour le vendeur, pour qu'il n'ait pas de mauvaises surprises. On peut des fois, et on a été confronté, quand le propriétaire n'était pas préparé, à avoir une décote relative au CAPEX du simple au double. Le propriétaire dit « moi je vends, mais je décote d'1 million parce que vous allez avoir des CAPEX de 1 million de conformité ». L'investisseur dit non, 1 million, c'est pas assez. Moi, je veux une décote de 2 millions. Donc, et ça bloque le deal. Donc, ce sont des choses qui se préparent déjà au moment de l'expertise récurrente pour que le propriétaire ait une visibilité réelle sur son patrimoine. Et puis, la question se pose encore plus sérieusement au moment de la cession. Ouais, ça se matérialise au moment de la due deal. Exact. Avant, il y a quoi? On est un peu dans le déni ou alors je suis investisseur, je vais aller négocier un peu l'évaluation avec mon expert Oui, on est tenté par négocier l'évaluation, par exemple, mais après, la réelle valeur d'un actif, c'est quand il sera mis sur le marché. Et le meilleur conseil qu'on pourrait lui dire, c'est de réellement, voici ce qui passerait. Et on commence à avoir de plus en plus de retours de brokers sur la question, donc on peut avertir davantage sur la question. La question de la collecte des données, notamment environnementales, elle est Oui. compliquée aujourd'hui, encore aujourd'hui? Alors, nous, on avait créé une sorte de grille ESG chez Cushman depuis 2022, qu'on envoie à nos clients pour qu'ils puissent la remplir et nous donner justement tous les indicateurs, consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, etc. Sur tous les critères ESG qu'on avait jugés importants et pertinents. Après, cette grille, elle a été aussi adoptée par l'Afrexim. Et là, ça devient, on va dire, un outil de référence qui donne un avis neutre sur la performance d'un actif. Donc, globalement, on envoie cette grille systématiquement, le client la remplit et il nous la renvoie. Et donc, nous, on peut justement juger de la performance de cet actif. On ne va pas forcément dire « Ah tiens, il est mal noté, donc je vais tout de suite décoter l'actif ». On va voir, est-ce qu'il y a un plan CAPEX en face? Quelle est la stratégie? Quel est le plan de sortie de cet actif? Et à partir de là, on va avoir une discussion avec le client pour dire votre actif est performant, ça nous permet de maintenir des taux agressifs. Votre actif est peu performant, faites attention parce que nous aussi, en tant qu'experts, on peut être challengé par les commissaires aux comptes
quelle valeur vous avez retenue? Est-ce que vous avez pris en compte le risque climatique? C'est une question qui revient aujourd'hui très souvent par les commissaires aux comptes. Est-ce que vous avez intégré les performances énergétiques? Vous comprenez ce qu'est un DPE, etc. Donc, nous, on pose ces questions au client, on récupère la data et on a une discussion avec lui. Ce n'est pas dans un sens unique, mais c'est plutôt un échange. Très clair, on a vu un peu les enjeux, les besoins. Maintenant, regardons un petit peu les solutions. Andrew, juste un peu le regard de Yardi, les outils que vous déployez dans le monde. Et pourquoi Jean-Marie n'est pas chez vous là? C'est pas normal, ça. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, oui, donc effectivement, on va en parler après. Mais oui, donc Yardi, pour ceux qui ne connaissent pas, Yardi est leader dans les logiciels et la technologie pour gérer les actifs immobiliers. Notre rôle, c'est vraiment j'entends beaucoup de complexité et notre rôle est vraiment de rendre cette complexité plus facile et moins complexe. Et notre rôle, c'est vraiment l'innovation, donc de créer des outils qui correspondent aux besoins de nos clients. Et le retour de ce que j'ai entendu aujourd'hui, voilà, on développe des outils justement pour répondre à ces besoins. Donc déjà, il y a une chose que j'ai remarqué aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé des défis domestiques ou locaux. Je vois, il y a pas mal d'investisseurs à l'international aussi, donc c'est un vrai défi. Et Yardi, je pense qu'on est le seul système de gestion des actifs immobiliers qui a du succès à l'international. Ça veut dire que c'est les mêmes besoins, c'est les mêmes enjeux partout dans le monde, aux États-Unis, ESG ou pas ESG, partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous avez des solutions qui peuvent couvrir tous ces besoins en dépit de l'hétérogénéité des actifs immobiliers. Il n'y a pas deux immeubles qui se ressemblent. Oui, plus ou moins. Il y a bien sûr les spécificités locales. Donc, le système est hautement configurable pour pouvoir avoir une adaptation locale. Donc chaque pays, il y a des spécificités en France, en Italie, aux États-Unis, etc. Mais tout en permettant une harmonisation des processus à l'échelle internationale. C'est-à-dire que voilà, ça vous permet de faire la clé est vraiment du reporting, hein, donc que vous avez la possibilité de faire du reporting consolidé et comparable à l'international, tout en respectant les spécificités locales. Donc les normes qui sont différentes d'un pays ou un autre, ou d'un continent à un autre. Tout à fait, tout à fait. Quelle est un peu la proposition de valeur d'un système d'information intégré comme le vôtre? Et comment expliquez-vous qu'on ait quelques exemples ici de systèmes d'information tailor-made, un peu sur mesure? Chacun a fait le sien. Comment on explique cette dichotomie? Oui, donc l'idée de Yardi, bon, on voit une énorme diversification. Donc, j'ai parlé un peu de l'international, mais aussi aussi dans les classes actives. On voit des investisseurs qui diversifient dans les classes actives. Et même, on voit de plus en plus de rénovation de bâtiments multi-use, etc. Donc, tout cela, il faut gérer. Donc, il y a une complexité pour gérer tous les classes actives. Je dirais même dans les classes actives, par exemple dans le résidentiel et les sous-classes, et il faut une gestion très fine parce que bon, les logements étudiants, les logements sociaux, les résidences privées, etc., c'est pas du tout la même gestion. Et donc il faut une plateforme qui peut être assez flexible pour gérer tout cela. Et vous, l'idée, c'est de gérer toutes les classes d'actifs, toutes les situations possibles, ou c'est de se concentrer sur le main business, sur le bureau, sur les grands centres commerciaux, sur les grosses plateformes logistiques? Voilà, on couvre tous les classes actives. Donc l'idée, comme vous avez dit, c'est un système intégré. Je ne vais peut-être pas être très populaire dans la salle parce qu'il y a quand même pas mal d'informaticiens, mais j'entends souvent, oui, vous branchez un outil avec un API, etc.
En réalité, ça c'est très très compliqué. Les API sont très difficiles à mettre en place, à maintenir dans le long terme. Donc nous, on privilégie un système central, une source, un peu comme ce monsieur a fait avec le ERP au début, mais ça reste quand même domestique. Voilà, et avec ça, vous avez une source centrale, un modèle de données, un moteur de calcul, et vous avez l'intégrité de données dans tout le système. Et si je peux me permettre, si vous avez modélisé tous vos actifs dans le système ERP, vous avez déjà vos lots et vos baux modélisés dans le système. Vous pouvez également importer les données ESG dans le système pour avoir une source centrale avec tous vos données. Alors juste, on va revenir un peu sur le terrain, la manière dont vous avez mis en place vos solutions numériques. Yanis, vous avez votre propre solution qui s'appelle l'hyperviseur, c'est ça? Oui, l'hyperviseur de l'immobilier, exactement. Racontez-moi ça. Bah écoutez, voilà, il fallait trouver un petit nom, alors on a été très inventif, hein, donc voilà, il hypervise tout. Donc il hypervise le parc, et effectivement, je voulais juste réagir par rapport à ce que Andrew venait de dire. Effectivement, en tant qu'utilisateur, quand on regarde le marché et qu'on reste dans le standard, on a pas mal de propositions, on a pas mal de solutions qui existent. La seule chose, c'est que quand on penche et quand on veut garder notre spécificité, parce qu'on a notre spécificité à intégrer dans les outils, là, c'est plus la même chanson. La liste des outils se réduit. Il n'y a plus beaucoup d'outils qui sont suffisamment souples, ouverts, pour pouvoir intégrer justement cette spécificité qui nous est chère. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a pris le parti de monter des briques. Alors on n'a pas constitué l'ensemble du logiciel ou de la plateforme, on a pris des briques du marché, mais on les a effectivement agrégées entre elles. Elles communiquent entre elles pour effectivement avoir une solution suffisamment robuste et ouverte pour pouvoir prendre tout ce qui peut venir de nos bâtiments. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas trouvé sur le marché la solution qui couvrait tous vos besoins. Non, on a fait un petit Lego là. On a fait un Lego qui aujourd'hui est fonctionnel, répond et nous permet effectivement de... On s'attaque maintenant effectivement à l'énergie parce qu'on a l'énergie. Je ne vais pas y revenir parce qu'effectivement on pourrait largement développer. Mais effectivement, ce côté déjà mesure de la fréquentation, de l'utilisation des bâtiments était déjà un premier point. La partie énergie est un autre point, mais j'aurais tendance à dire que comme on est dans une logique de rationaliser nos mètres carrés, la meilleure économie d'énergie que l'on fait, c'est la fermeture de nos bâtiments. Après, les investisseurs feront le reste. Il y a plus optimiste comme perspective, mais bon. Voilà. Mais comme ça, on atteint nos objectifs. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Donc, comme je l'ai dit, c'est une manière de voir les choses, mais au moins on atteint nos objectifs parce qu'effectivement, on a trop de mètres carrés. Donc voilà. Au niveau de l'État, quel est un peu votre regard, vous, sur les solutions proposées par les acteurs de marché? Et vous avez aussi fait votre propre Lego, votre propre cocktail? Ah oui, nous aussi, on adore les Lego, effectivement. Quand vous avez beaucoup de spécifiques, comme passer une taille, vous avez une diversité de bâtiments, puis d'interlocuteurs au sein de l'administration, vous n'avez pas le choix. Vous faites des Lego parce que la gendarmerie ne gère pas du tout comme le fait le Minarme, la police fait différemment, la santé aussi. Enfin, alors nous, on essaie de les mettre dans un... Alors, l'ERP peut aider, bien sûr, à rentrer c'est le chausse-pied. Parce que l'ERP, on sait que dans tous les cas, et ce n'est pas là pour l'immobilier, mais pour la finance, pour tout, il cadre. Donc c'est pour ça qu'au début, il fonctionnait bien dans la chaîne comptable, parce que c'est normé, la chaîne logistique, parce que c'est la performance. Et c'est vrai que ça commence à rentrer à l'immobilier. Les PGI, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'il y a 10 ans. Nous, on avait commencé avec un PGI, un des plus grands, je ne vous donnerai pas le nom, mais on s'est planté parce qu'on ne connaissait pas tellement le métier immobilier, et parce qu'à l'époque, ils étaient très rigides. Donc aucune souplesse, vous faites du spécifique, mais vous n'arrivez plus à le maintenir au bout de quelques années. Par contre, on a fait des applications. Aujourd'hui, par contre, on est convaincu qu'il faut qu'on repasse sur effectivement un PGI immobilier. Ça, c'est clair, parce que c'est le process. On parle beaucoup de la donnée, mais si on veut une donnée de qualité, il ne faut pas que des formulaires, parce qu'il n'y a pas de contrôle. L'idéal, c'est quand même de mettre la donnée dans un process. Et le process, c'est bien porté par des PGI, par contre. Et ensuite, vous la captez, parce qu'aujourd'hui, on récupère ce que l'on veut des PGI, alors que c'est compliqué auparavant. Donc nous, on va faire ça, on a commencé, donc on a 3 orientations. 1, on va passer sur tout l'AM, tout le PM, sur des futurs outils, plutôt PGI. Donc on a fait du sourcing, on a regardé le marché, ce qu'il offrait, etc. On a fait des auditions, etc. Aujourd'hui, on le peut, avant on ne pouvait pas dans l'administration, avant de passer l'appel d'offres.
voire les éditeurs. Aujourd'hui, au contraire, on nous demande de le faire. Donc, on va faire ça, on va donc outiller, et là, on va faire des processés de bout en bout, c'est-à-dire du client chez nous, donc le service qui occupe, et qui se croit encore quasi propriétaire, mais on va l'intégrer, il a la donnée de base, et on va mettre ça dans des process, des workflows, etc. Et ça, on pourra le reprendre. Deuxième outil, celui qu'on a commencé à monter, donc c'est le Data Warehouse. On reprend toutes les données d'un transactionnel d'aujourd'hui, celui du PGI qui va le remplacer. On prend bien sûr dans un SI Data que l'on met en place, on récupère toutes les données qui viennent de l'extérieur. Météo France, l'IGN, pour nous, hyper important. Les données du CEREMA, on parlait tout à l'heure des problèmes environnementaux, on travaille avec le CEREMA pour identifier tous les bâtiments publics qui seraient impactés par la montée des eaux, etc. Donc tout ça, on le remonte dans un SI Data qui est quand même très très important. Et puis dans la data, il y a le document. Tout à l'heure, on a parlé des DPE. Il y a énormément de documents parce qu'il y a beaucoup de contrôles de conformité dans le bâtiment. Il ne faut pas les perdre de vue. Nous, on a bien récupéré les datas, on les a bien exposés, on a mis plein d'outils aux utilisateurs, ils pouvaient croiser comme ils voulaient toutes leurs données. Mais par contre, les documents, on n'a quasiment pas, en tant que propriétaire, les plans de nos bâtiments. Ils sont à droite, à gauche, dans les ministères, dans des services locaux, etc. Donc là, aujourd'hui, on a aussi un chantier qu'on vient de lancer là tout récemment. On a trouvé une solution qui correspond à nos besoins. Donc c'est le troisième paquet. Et là, c'est pareil dans le process. Et tout ça intégré, parce que le PJ communique avec, bien sûr, la GED, et comme il communique avec le SI Data. Donc on n'aura plus que 3 grosses briques qui vont faire donc, les process. Donc ça qualifie les données. La GED, on rattache tous les documents, et donc les documents de référence, et on a 12 000 utilisateurs sur le système d'information. Donc avec les droits accordés, ils pourront voir les documents, mais aujourd'hui, c'est les managers qui n'ont pas la lisibilité sur toutes ces datas et surtout sur tous ces documents. Jean-Marie, côté investisseur, pourquoi aussi un outil maison? Il n'y avait pas la réponse sur le marché à l'époque où c'était lancé? Il y a plein de super réponses. Il y a beaucoup de cas particuliers. Nous, je pense que la raison, elle est culturelle, elle est liée à l'entreprise. Et de plus en plus, puisqu'on s'est rapproché du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, c'est 90 000 salariés, 9e banque européenne. Et on a en fait la culture de tout faire en interne. Et notre objectif, c'est de ne jamais, jamais, jamais avoir la moindre fuite de données de nos clients, même de la donnée non sensible. Et c'est la raison pour laquelle 99,9% de nos données doivent être sur nos serveurs, avec nos outils, nos logiciels, etc. Donc c'est très culturel. On pirate les serveurs du Crédit Mutuel? Ça n'arrivera pas. Ah bah. Ça peut toujours arriver. On a nos propres data centers, on a toute la chaîne intégrée. Bon, c'est assez épatant. Combien ça coûte tout ça? Ça coûte pas plus cher de le faire en interne que de passer un petit contrat chez mon voisin de droite? À un certain prix. Non, mais la question du coût aujourd'hui, quand on regarde côté utilisateur et comme côté investisseur, le coût de cette infrastructure, de ces solutions numériques aujourd'hui, il est chiffré ou on le découvre au fur et à mesure qu'on avance? Ouais, je sais, n'était pas prévu. C'est le coût de l'absence de données. Quand vous retrouvez au cabinet du ministre et vous êtes incapable de dire qu'il y a tant de bâtiments, qu'il y a telle consommation d'énergie, c'est catastrophique. C'est même pas un coût financier. Quel est le coût financier de la donnée? Tout ce qu'il faut faire, c'est le coût, c'est les bonnes données. Parce que dans l'immobilier, il y a tellement de données, il faut savoir lesquelles on veut et avec quel niveau de qualité et de qualification. Parce qu'ensuite, vous pouvez avoir tellement de données. Et c'est très difficile. C'est des projets. Bon, allez, pour vous le dire, nous, le projet, il est peut-être dans les 10 millions coûts complets, c'est-à-dire avec les utilisateurs, pour mettre en place PJ et GED. Il coûte cher l'hyperviseur chez Orange ou il rapporte? Alors déjà, pour répondre au début, c'est par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, c'est effectivement l'investissement qu'on peut faire, ça va dépendre de l'ambition qu'on veut donner aussi. C'est où est-ce qu'on veut aller? Si on veut effectivement être dans la finesse, dans la précision, effectivement, il faudra investir. Et investir dans les outils, dans les process, effectivement, ça peut coûter. Mais le ROI, je pense qu'il est très intéressant pour nous au niveau de l'hyperviseur, de part déjà parce que c'est fait avec de la prestation interne. Je vais grossir le trait, ça va peut-être un petit peu détonner, mais avec la fermeture d'un site, on amortit notre outil. Avec la fermeture d'un site. Un seul? Voilà, bah oui, parce que effectivement. Vous en avez combien? On a pas mal, on a à peu près 500. Ah, vous avez de la marge, oui, alors. Donc... Oui, non, mais bon, là, je parle d'un site d'une bonne taille, mais avec un site d'une bonne taille, voilà. Ouais, le retour sur investissement, il est. Le retour, voilà, il est très rapide. Il est hyper intéressant, d'autant plus qu'on est plutôt dans une logique
de rationaliser, de densifier nos bâtiments pour délaisser tous ceux qui nous coûtent, éviter de supporter effectivement toutes ces charges de travaux qui se profilent à nous. On a parlé du décret tertiaire, on a parlé de plein de choses comme ça. Effectivement, il y a un enjeu de temps du côté d'Orange. Donc effectivement, les investissements peuvent être très très rapidement être amortis de par justement la libération de ces surfaces. Andrew, quels sont un petit peu les obstacles aujourd'hui au déploiement de solutions numériques de marché? J'entends, on a peur de perdre nos données, on veut les contrôler. Il y a quand même une relation de confiance à réinstaller ou installer tout court? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a j'ai fait une conférence la semaine dernière sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on va en discuter aujourd'hui, mais en termes de coûts, c'est sûr que à réinventer la roue, ça coûte vraiment très cher. Nous, on est une société avec 2 milliards de chiffres d'affaires. On réinvestit 20% en research and development. Donc, on a une frappe de force énorme sur le développement de nos produits. Et je dirais, l'ADN on a parlé tout à l'heure, c'est un ERP, mais l'ADN de Yardi, c'est vraiment de l'immobilier. Donc pourquoi réinventer la roue quand vous avez des systèmes qui existent déjà, qui correspondent aux besoins, qui connaissent votre métier et voilà, on peut... Qu'est-ce qui vous objecte les clients quand ils n'arrivent pas, ou les prospects? On sent qu'il y a un blocage. C'est quoi le premier argument pour refuser en fait? En fait, je disais ça tout à l'heure, c'est que là on est en période de crise, donc là on n'a pas de budget, mais quand il n'y a pas de crise, on n'a pas de temps. Donc voilà, c'est un peu ça le défi. Mais c'est un cycle de vie, c'est un cycle de vente très long. C'est une décision sur le cœur de l'opérationnel de la société. Et voilà, je dirais que la décision va être prise, mais ça va être très long. Parlons de l'IA. Alors, aujourd'hui, l'IA, vous l'utilisez au quotidien ou c'est juste un truc qu'on met sur un slide pour aller chercher à lever des fonds? Jean-Marie? Alors nous on ne l'utilise pas encore, on l'étudie avec beaucoup d'attention pour identifier à quel point ça va changer nos métiers. La réponse est déjà assez claire, hein. L'asset manager, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un métier qui est très tourné sur la coordination d'un certain nombre de prestataires pour créer ensuite une histoire sur un immeuble, etc. Que ce soit la coordination d'experts, de techniciens, etc., etc. Et donc, du coup, il y a un énorme potentiel sur l'IA, et notamment sur un méta-cas d'usage, qui est celui de je récupère de la donnée, éventuellement hybride, diverse, avec des formats très variés. Cette donnée, je l'extrais, je la traite avec des schémas de cohérence, j'en produis des analyses, soit industrielles, soit au prompt, et après, je reformule cette analyse sous un autre format. Si on prend tout ou partie de cette chaîne, déjà, c'est 50% du job de la plupart de nos salariés. C'est-à-dire quand il s'agit de comparer des propositions commerciales, quand il s'agit de regarder des études de marché, les benchmarker ou les produire, quand il s'agit de faire du reporting investisseur, quand il s'agit, etc., etc. Donc le job de coordination, il est extrêmement impacté par ce premier cas d'usage, dans lequel non seulement l'IA est très experte, je ne dis pas qu'on peut tout faire aujourd'hui, mais ça va arriver, il n'y a aucun doute, ça va arriver dans les prochains mois, trimestres. Et le deuxième aspect très important, c'est à part protéger les données qu'on peut rajouter dans cette IA, fondamentalement, on n'a pas besoin d'algorithmes propriétaires. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mobiliser des développeurs pour créer mon propre ChatGPT. N'importe lequel de bon niveau réussira à faire ça. Donc ça, c'est un premier aspect énorme. Le deuxième aspect très important en méta-cas d'usage, c'est la capacité de gérer toutes les interactions non stratégiques. C'est-à-dire la prise de rendez-vous, c'est-à-dire la réponse à des questionnaires, c'est-à-dire, etc., etc.
mine de rien, c'est quelque chose dans les cadres supérieurs qui nous grappille des journées depuis qu'on a abandonné en fait les assistantes systématiques. Il y avait d'ailleurs, je crois, une entreprise, une des premières IA françaises, je crois que ça s'appelait Merci Julie, il y a 10 ans de ça, et qui faisait ça. C'était je programme les réponses automatiques pour pouvoir organiser mon agenda. Et puis après, il y a un troisième cas, mais alors qui est le plus technique, c'est quels sont des IA pour le coup stratégiques qui me permettraient de faire la différence par rapport à des concurrents. Donc une IA, par exemple, qui me permettrait de créer des trajectoires carbone beaucoup plus efficaces que mes concurrents. Une IA qui me permettrait de sourcer des deals avec des potentiels de création de valeur que d'autres personnes ne verraient pas. La réalité de ça, ce qui est une analyse quant qu'on voit sur d'autres marchés, c'est une... En fait, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Il suffit de faire des algorithmes assez simples. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à l'IA. Voilà. Ce qui veut dire que sur les 2 premiers items, grosso modo, il faut soit doubler le portefeuille de la Française REM, soit diviser par 2 le nombre d'asset managers et autres collaborateurs. Non, c'est l'opportunité à taille comparable d'être beaucoup plus performant, oui. C'est la même chose côté expert. Est-ce que finalement l'IA, il est vu comme une manière de libérer l'expert vers plus de conseils, vers un expert augmenté, pour reprendre oui. ce que nous disait Albert, ou au contraire, ça va vous économiser des stagiaires ou des experts à la chaîne? De manière générale, le métier de consultant, je veux dire, et pas que de l'expertise, en fait, il repose justement sur la collecte de données et le traitement de ces données pour pouvoir en faire un outil en fait, de valeur pour nos clients. Et donc effectivement, nous aujourd'hui, comme on est un groupe international, nous avons mis en place des outils pour récupérer un maximum de données, les synthétiser, et aussi avec toutes les complexités sur chaque pays, parce qu'il y a évidemment des différences à l'international. Et donc on récupère toutes ces données-là pour pouvoir, par exemple, générer des études de marché ciblées, calculer ou être informé sur les flux piétons, avoir une meilleure idée sur la durabilité d'un tel ou tel actif. Donc nous utilisons ces données. Nous avons justement accès à l'IA. Ça, c'est pour la partie conseil, donc, et brokerage. Pour la partie expertise, évaluation immobilière en soi, je pense qu'il y a là, ça va nous aider à mieux, par exemple, reconnaître notre marché. Il y a des fois des données auxquelles on ne pense pas, qu'on ne récupère pas. Et par exemple, je prends l'exemple, combien d'immeubles certifiés sur Paris? Je ne sais pas. Enfin, il faut évidemment aller chercher cette donnée pour savoir et pour pouvoir dire, par exemple, est-ce que être certifié ou pas, ça a une plus-value sur l'actif ou pas. Donc il faut aller dans cette granularité de données et l'IA va nous aider dans ça. Et je pense justement, j'avais une réunion hier par rapport à ça, pour pouvoir le mettre en place, pour faire évoluer et nous accompagner en tant qu'experts sur les sujets d'expertise, mais aussi sur les sujets de développement durable. Là, c'est quelque chose qui arrive demain ou c'est de la fiction là où on est Non, en plus... c'est pas de la fiction que dans 5 ans. Non, c'est quelque chose qui potentiellement peut être avec une solution concrète d'ici les prochains trimestres, en fait, 2025 potentiellement. Ouais, oui. c'est très vite. Oui. Éric, Yanis, comment vous regardez, vous, l'IA au quotidien dans vos outils? Comment vous essayez de vous projeter? Est-ce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous découvrez ou sur lequel vous fondez beaucoup d'espoir? Alors, oui, bah nous, on est bien positionné quand même sur l'IA. Là. De toute façon, de par le groupe qui nous force quand même à travailler le sujet. Et dans l'hyperviseur de l'immobilier, effectivement, l'IA est bien rentré. Il est bien là. Il fait ses premiers pas. Alors, il fait ses premiers pas, pas pour remplacer les personnes, je rassure, mais pour aider les personnes. Je m'explique. Il y a des tâches qui sont assez chronophages, assez lourdes. On venait de le dire à l'instant sur le fait qu'il y a des temps d'analyse qui sont assez importants dans notre, par exemple, activité propre qui est les schémas directeurs de l'immobilier, sur lequel il y a beaucoup d'informations à venir rechercher, à croiser, à essayer d'identifier le potentiel justement de la plaque à optimiser, si c'est fermeture, densification, des choses comme ça. Et ça, c'est effectivement l'IA, à travers justement cet algorithme qui apprend avec les particularités métiers
de pouvoir justement aider justement ce temps d'analyse pour laisser du temps d'expertise justement à la personne pour vraiment être dans la finesse et d'être dans les échanges avec les occupants. Voilà. Eric ? Alors sur l'IA, on est surtout à l'expérimentation. Deux schémas, c'est les schémas directeurs, effectivement. Ça, c'est pour le contrôle des schémas directeurs, est-ce que c'est complet, est-ce qu'il manque des éléments, etc. Puisque nous remonte des schémas directeurs des ministères ou des opérateurs qui occupent nos espaces. Donc tous les X années, ils doivent le faire, les schémas directeurs ou des schémas pluriannuels. Et aussi, on le teste sur les questions parlementaires, parce qu'on est inondé de questions parlementaires sur la politique immobilière de l'État par les sénateurs et les députés. Et globalement, Un chat GPT pour leur répondre. Bah oui, chat GPT pour pas faire mal, ça. 80% de la réponse, parce que bon, je sais pas, ça renouvelle les parlements et puis ils posent sur les mêmes questions ou pas loin, donc ça nous le fait. Mais par contre, comme on a fait pas mal de sourcing sur le marché dans les outils, donc PGI, tous quasiment maintenant intègrent petit à petit de l'IA. Alors c'est plutôt des plugins, etc. Ils commencent à le faire, surtout sur la GED, puisque sur la GED c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut automatiser totalement les plans de classement, la recherche de métadonnées, etc. Ça peut être un gros accélérateur. Andrew, ça va être ma dernière question. L'IA, c'est la réponse numérique aux besoins et à l'évolution des besoins immobiliers ? Non. En fait, c'est vraiment... Il y a des questions autour de la centralisation des données. Donc, on en a parlé déjà qu'il faut que les données soient bien pour que ça soit efficace. On sait tous que, en fait, la centralisation des données est quasiment impossible. Hein. Mais ce que Yardi essaie de faire, c'est d'avoir au moins tout ce qui est données financières et opérationnelles dans un seul système. Et par la suite, on a des outils d'artificial intelligence qui font deux choses. C'est la productivité, donc c'est pour gérer des processus répétitifs qu'on n'a pas vraiment besoin d'un être humain pour le faire. On a des chatbots pour la commercialisation des lots résidentiels, par exemple. Et puis, il y a aussi des outils de decision, donc pour prendre des décisions, pour questionner, voilà, c'est quoi mon exposition à un certain locataire, etc. Mais il faut que ces outils, et c'est ça, il ne faut pas embarquer sur l'artificial intelligence. Il faut pas se lancer sur des trucs compliqués. Il reste des solutions intégrées, comme Yardi, où il y a des... Et vous le voyez comment ? Comme un accélérateur, comme un game changer pour votre activité à l'avenir, comme un accélérateur ou au contraire comme potentiellement un concurrent ? Non, on développe beaucoup de artificial intelligence, mais il faut être bien piloté. C'est un peu comme un avion. Les avions aujourd'hui, ils se volent tout seuls. Ouais. Mais s'il n'y a pas de pilote, vous êtes un peu embêté, quoi. Donc voilà, c'est. Il paraît que c'est psychologique. C'est juste que si les passagers ne voient pas de pilote, ils ne vont pas rentrer dans l'avion. Non, mais moi, je ne rentre pas dans l'avion s'il n'y a pas de pilote. Il faut poser les bonnes questions. Il faut utiliser artificial intelligence intelligemment. Voilà. Bon, ça doit être le prochain débat de Real IT. Je vous remercie beaucoup. On a essayé de regrappiller un tout petit peu de temps.